Marc, ouvrez-moi la porte. Madame, vous êtes si belle aujourd'hui. Il n'arrivait plus à détourner le regard. Cette jupe G la portait pour la première fois en 26 ans. Ce jour-là, je n'aurais jamais dû mettre cette jupe courte pour aller chez ce jeune homme et sa voiture de luxe. Je m'appelle Isabelle Dubois. J'ai 50 ans cette année. Je suis une femme divorcée qui vit seule à Lyon. Mon voisin était un jeune homme de 32 ans. On disait que ses parents possédaient de nombreux biens immobiliers dans la région. Bienvenue sur cette chaîne où je partage des histoires de vie profondes. Abonnez-vous et likez, s'il vous plaît. Ceci est l'histoire de 2 mariages, de 2 fuites et d'un amour finalement arrivé sur le tard. Écoutez la confession sincère, bien qu'embarrassante, d'une femme. Voici l'histoire qui commence. Je suis née dans un petit village agricole de Provence. J'ai arrêté l'école après le primaire et j'ai aidé aux tâches ménagères jusqu'à mes 20 ans. À cette époque, on pensait que les études ne servaient à rien pour une fille. Mes parents estimaient qu'il suffisait que leur fille trouve un bon parti. Au printemps de mes 20 ans, j'ai rencontré mon premier mari par le biais d'un entremetteur. C'était Julien Moreau, un homme de 26 ans du même village. On disait qu'il était assez beau et que sa famille était respectable. Lorsque nous nous sommes mariés et que je suis entrée dans ma belle famille, je rêvais encore d'une vie conjugale ordinaire. Mais cette illusion n'a duré que 3 mois. Mon mari buvait et jouait déjà beaucoup avant le mariage, un fait que ni sa famille ni la mienne n'avaient su. Le premier jour où mon mari est rentré ivre, il m'a tutoyé méchamment et a renversé la table. « C'est quoi ça? C'est ça que tu me sers à manger ?» Cette nuit-là, j'ai reçu le premier coup de mon mari. J'ai reçu une gifle. Ma tête a heurté le mur, mais je n'ai pu en parler à personne. Ma belle-mère m'a dit « Les hommes sont comme ça, tu n'as qu'à mieux t'y prendre. » J'avais peur que mes parents m'entendent dire que j'étais incapable de supporter ma vie conjugale. J'ai tenu bon pendant 4 ans. J'esquivais mon mari quand il rentrait ivre, et j'empruntais secrètement de l'argent à ma famille pour rembourser ses dettes de jeu. Ce fut par une nuit d'hiver. Mon mari est rentré à nouveau ivre, et j'ai essayé de me réfugier discrètement dans la chambre, comme d'habitude. Mais ce jour-là fut différent. Mon mari m'a attrapé par les cheveux et m'a cogné la tête contre le sol à plusieurs reprises. J'ai perdu connaissance. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans la chambre de mes parents. Ma mère pleurait et essuyait mon visage, et mon père criait avec quelqu'un dehors. Après ce jour, mes parents ont pris la décision de divorcer. Plutôt perdre ton honneur que ta vie. À 24 ans, je suis devenue une femme divorcée. À cette époque, le divorce était une tâche à vie, et je ne pouvais pas lever la tête face aux murmures des villageois. Pourtant, j'étais reconnaissante d'être encore en vie. Je me sentais coupable de rester chez mes parents, pensant que j'avais sali leur réputation, et je pleurais toutes les nuits. Les gens du village chuchotaient chaque fois qu'ils me voyaient, et j'étais dévisagée avec insistance quand j'allais au marché. Leur fille a divorcé, tu savais? On dit qu'elle a été renvoyée parce qu'elle ne pouvait pas tenir sa maison. Mais je ne savais pas encore que l'enfer ne s'arrêtait jamais à une seule fois. 1 an après le divorce, mes parents m'ont poussé vers un nouveau mariage. L'homme était Thierry Vidal, un homme divorcé de 35 ans qui élevait seul son fils de 7 ans, Antoine. Il travaillait sur des chantiers, c'était un homme grand et aux épaules larges. Lors de notre première rencontre, il m'a parlé avec franchise. « J'ai un fils, mon ex-femme est partie en le laissant derrière elle, et je suis trop occupée à l'élever pour m'occuper correctement de la maison. » Ces mots m'ont paradoxalement rassurée. Je me suis dit « Cet homme au moins ne ment pas. » J'ai pris ma décision de me marier 1 mois plus tard. À 26 ans, je me suis mariée une 2e fois, et ma vie avec le jeune Antoine a commencé. Thierry partait sur les chantiers avant l'aube, et je m'occupais de la maison et de l'enfant. La vie était dure, mais paisible. Mon mari ne me frappait pas même s'il buvait. Il était doux avec Antoine et ne me traitait pas mal. J'ai élevé Antoine, comme mon propre fils. Je le nourrissais, l'emmenais à l'école, l'amenais à l'hôpital quand il était malade, et je dormais à côté de lui tard le soir. Antoine a commencé à m'appeler maman, et j'aimais entendre ce mot. 2, puis 3 ans ont passé, mais nous n'avons pas eu d'enfant ensemble. Mon mari m'a suggéré d'aller voir un médecin. J'ai passé les examens. Le résultat fut un choc. Vous souffrez d'une malformation utérine, et votre fonction ovarienne est faible. La probabilité de tomber enceinte est quasi nulle. La voix du médecin était froide. À cet instant, le monde s'est effondré. C'était donc la raison pour laquelle je n'avais pas eu d'enfant avec mon premier mari. Je me suis effondrée dans le couloir en sortant du cabinet. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Je ne vaux rien en tant que femme.
Mais je n'ai jamais pu dire la vérité à mon mari. Je crois que ce n'est pas encore le moment. Attendons encore un peu. Mon mari n'a plus posé de questions, et j'ai enfoui ce secret au fond de mon cœur. À la place, j'ai élevé Antoine avec encore plus de dévouement. J'y ai mis plus d'énergie qu'avec un enfant biologique, et Antoine me considérait comme sa vraie mère. 10, puis 15 ans ont passé. Antoine est devenu adulte, et mon mari, passé la quarantaine, disait qu'il ne se sentait plus comme avant. Le travail sur les chantiers était devenu difficile. Et le soir, il commençait à boire un verre ou deux de pastilles. Au début, ce n'était que pour se détendre. Mais vers l'âge de 45 ans, les choses ont commencé à changer. La quantité d'alcool augmentait, et il rentrait de plus en plus tard. Et son humeur s'est aigrie. Pourquoi la bouffe est comme ça? Tu ne fais que le ménage, tu ne peux même pas faire ça bien? Au début, ce n'était que des mots. Mais vers mes 40 ans, la violence a recommencé. Mon mari est rentré ivre, a renversé la table et m'a giflé. À cet instant, le souvenir de mes 20 ans est revenu. C'est reparti. Mais le lendemain, mon mari s'est excusé à genoux. Pardon, l'alcool m'a fait perdre la tête. Ça n'arrivera plus. Je lui ai pardonné, pensant que c'était une erreur isolée. Mais la violence s'est poursuivie, une deuxième, une troisième fois, et c'est devenu de pire en pire. Les gifles sont devenus des coups de poing, et les coups de poing sont devenus des coups de pied. Antoine le savait. Il savait que son père frappait sa mère. À 26 ans, Antoine essayait parfois de retenir son père, mais Thierry ivre n'écoutait même pas son fils. « Toi, ne bouge pas. C'est une histoire de couple. J'ai encore enduré. Je n'avais pas le courage de divorcer. J'étais perdue. Je ne savais pas où aller, ni comment vivre. À 46 ans, j'étais déjà vieille, et je n'avais nulle part où aller. J'ai tenu comme ça jusqu'à la fin de la quarantaine. La violence de mon mari devenait de plus en plus forte, et j'étais épuisée rien qu'en essayant de tenir le coup jour après jour. Chaque nuit, je fixais le plafond, et je me disais « Est-ce que je vais mourir comme ça ?» Puis, à 46 ans, j'ai vécu une nuit insoutenable. Ce soir-là aussi, mon mari est rentré ivre. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas, et j'ai instinctivement recroquevillé mon corps. Les pas de mon mari s'approchaient du salon. « À manger ! Où est-ce qu'elle est ?» Sa voix était menaçante. Je me suis dépêchée d'aller à la cuisine pour préparer le repas. Mes mains tremblaient, faisant cliqueter le bol de soupe. Au moment où je posais la table, mon mari a jeté ses couverts. « Qu'est-ce que c'est que ça? Ces plats sont ignobles. Je suis désolée. Je vais refaire. » Mais mon mari était déjà fou de rage. Il a donné un coup de pied dans la table, et les assiettes se sont brisées par terre. Puis il m'a attrapée par les cheveux. « Si tu dois vivre comme ça, va-t'en. » J'avais l'impression que mon cuir chevelu allait s'arracher. J'ai hurlé en agrippant sa main, mais sa force était trop grande. Ma tête a heurté le mur, et tout est devenu blanc devant mes yeux. C'est à ces moments-là. J'ai entendu la porte s'ouvrir. « Papa, arrête !» C'était Antoine. Antoine, 25 ans, s'est interposé entre son père et moi. Il a attrapé le bras de son père et a crié « Pourquoi faites-vous ça à maman? Arrêtez, je vous dis, toi, ne bouge pas. C'est notre histoire de couple. Un couple est censé agir comme ça. Maman souffre tellement. » Mon mari a repoussé Antoine, a titubé jusqu'à la chambre et a claqué la porte. Peu après, on a entendu des ronflements. Je me suis assise par terre, regardant les plats brisés. Mes mains tremblaient et les larmes coulaient. « Maman. » Antoine s'est agenouillé à côté de moi. Sa voix aussi tremblait. Antoine a pris ma main avec précaution. Elle était chaude. Cette chaleur m'a fait pleurer encore plus. « Maman, ça va? » « Oui, ça va. C'est habituel. »« Non, ça ne va pas. » Antoine a passé son bras autour de mes épaules. À cet instant, un sentiment étrange m'a traversé. Ce n'était pas de l'amour maternel. C'était quelque chose d'autre. Une émotion que je pensais avoir oubliée il y a longtemps. J'ai pleuré longuement dans les bras d'Antoine. Sa chemise était trempée de mes larmes, et Antoine me caressait le dos sans rien dire. Il était juste là, à mes côtés. Combien de temps s'est écoulé? J'ai lentement levé la tête, et mes yeux ont rencontré ceux d'Antoine. Son regard avait changé. Le regard qui ne contenait que de la pitié contenait maintenant une autre émotion. « Maman !» La voix d'Antoine s'est faite un murmure. Sa main a touché ma joue, essuyant les larmes sur mon visage. Le bout de ses doigts était doux, et à ce contact, mon cœur s'est mis à battre rapidement. Je ne devrais pas faire ça, je le savais dans ma tête. Mais mon corps ne bougeait pas. Le visage d'Antoine s'est approché lentement, et j'ai senti son souffle. Une odeur de savon mélangée à de la lavande m'a effleuré.
Maman, je n'arrive pas à supporter de te voir si seule. Sa main a glissé de mon épaule à mon dos. J'ai eu l'impression qu'un courant électrique me parcourait. J'ai retenu mon souffle. Seul le battement de mon cœur était bruyant. Les lèvres d'Antoine ont touché mon front. C'était doux. Puis, elles ont lentement glissé sur ma joue, suivant la ligne de ma mâchoire. À cet instant, j'ai compris. Moi aussi, je suis encore une femme. À 46 ans, même dans cette vie entachée de violence et de blessures, mes sentiments de femme n'étaient pas morts. C'était la première fois que je réalisais à quel point j'avais besoin de la chaleur de quelqu'un, du toucher de quelqu'un. Mais la raison m'est revenue soudainement. Non, Antoine. J'ai repoussé Antoine brusquement. Antoine a sursauté et a reculé. Nous nous sommes regardés sans parler pendant un moment. Le visage d'Antoine était pâle et le mien était brûlant. Pardon, maman. Je n'avais pas la tête à ça. Non. Moi aussi, je suis désolée. Antoine est rentré dans sa chambre, la tête baissée. Je suis restée assise là. Un long moment. Mes mains tremblaient et mon cœur battait toujours la chamade. Et surtout, j'avais peur qu'une ligne dangereuse venait d'être tracée entre Antoine et moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fixé le plafond en pensant « Je ne peux plus rester ici ». La violence de mon mari me faisait peur, mais ce sentiment avec Antoine m'effrayait encore plus. Quelques jours plus tard, tôt le matin, mon mari était parti au travail, et Antoine était parti aussi. J'ai fait mes valises. Il n'y avait pas grand-chose. Quelques vêtements, mon livret de compte, et la robe noire courte que j'avais cachée au fond de mon armoire. C'était un cadeau de ma sœur qui partait pour Paris, après mon divorce à 24 ans. Elle me l'avait offerte pour que je prenne un nouveau départ. Mais je ne l'avais jamais porté. Je ne sais toujours pas pourquoi ma main a juste choisi ce vêtement cette fois. Je me suis dirigée vers la gare routière. Je n'avais pas décidé où aller. Je voulais juste partir loin, là où personne ne pourrait me retrouver. En face du guichet, j'ai vu le panneau pour Lyon. Lyon. Est-ce que ça irait, là, bas? J'ai acheté mon billet. Je suis montée dans le bus. Et le paysage familier s'est éloigné par la fenêtre. J'ai laissé Antoine derrière moi et je suis montée dans le bus de l'Aube. J'ai juré de ne jamais revenir. Je suis arrivée à Lyon à 8 heures du matin. L'air de la ville inconnue m'a fouetté le visage en sortant de la gare. Je ne savais pas où aller, ni où vivre. J'ai d'abord laissé mes affaires dans une auberge bon marché, puis j'ai cherché une agence immobilière. Quel est le loyer maximum que vous pouvez payer? 300 €. La dame de l'agence a soupiré. Mais heureusement, il y avait un petit appartement dans un immeuble d'un quartier modeste. Un petit espace avec une chambre, une cuisine et une salle de bain attenante. Mais c'était suffisant pour moi. Une fois mes affaires déballées, la réalité m'a frappée. Je suis vraiment seule maintenant. J'ai changé mon numéro de téléphone. Je n'ai pas changé mon adresse officielle. J'avais peur que mon mari ne me retrouve. J'ai trouvé un travail. Caissière au supermarché du coin. Le salaire était faible, mais le patron ne m'a pas reproché mon âge. Le week-end, je faisais le ménage dans une maison de retraite. Je gagnais environ 1500 € par mois et je vivais chichement avec ça. J'étais anxieuse toutes les nuits. Mon cœur battait fort, au moindre bruit de pas devant ma porte, et si quelqu'un frappait, je retenais mon souffle et je restais immobile. Et si mon mari venait? Cette pensée m'empêchait de dormir. Je n'appelais Antoine qu'occasionnellement, depuis une cabine téléphonique. Une fois par mois, tard le soir, j'entrais dans une cabine téléphonique, mettais une pièce et composais le numéro. « Maman, tu vas bien? »« Oui, ça va. »« Et toi? »« Ça va. Papa n'arrête pas de demander où tu es allé. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que je ne savais pas. Et je ne sais vraiment pas. Pardon, Antoine. Ce n'est pas facile pour toi. À cause de moi. Non, maman. Il faut juste que tu sois heureuse. Une fois raccrochée, les larmes coulaient. Je me sentais mal pour Antoine. Et en même temps, il me manquait. Mais je ne pouvais pas revenir. Le souvenir de cette nuit-là me revenait. Et j'avais peur que cette dangereuse émotion ne revienne. 5 ans ont passé comme ça. Je suis passée de 46 à 50 ans. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je voyais un visage vieillissant. Les rides s'étaient creusées, et des cheveux blancs s'étaient mêlés à ma chevelure. Mes mains étaient devenues rugueuses à cause du travail et du ménage. Et mon dos me faisait souvent mal. Je suis vraiment finie en tant que femme, me disais-je en vivant. Les dames de la maison de retraite me proposaient parfois des rencontres, mais mon cœur ne s'emballait pas. J'en ai rencontré quelques-uns, mais c'était vide. Il n'y avait que des corps, sans âme. Puis, ce fut un jour de printemps.
J'ai entendu dire que quelqu'un emménageait à côté. J'ai entendu le bruit des déménageurs et j'ai jeté un coup d'œil distrait par la fenêtre. Et à ce moment-là, mon cœur a sauté un battement. Une voiture noire était garée. C'était une voiture de luxe. Un jeune homme en est sorti. Un homme grand et large d'épaules qui semblait avoir la trentaine. Il portait une chemise propre et un jean. Et il déchargeait ses affaires avec aisance. Combien coûte cette voiture? Amener une voiture de luxe comme ça dans un appartement à 300 € de loyer. J'avais déjà vu cette voiture en travaillant au supermarché. C'était le genre de voiture que les dames du quartier chic disaient que les fils de propriétaires terriens conduisaient. Quelques jours plus tard, je l'ai croisé dans le couloir. De près, il était encore plus jeune. 32 ans, presque 20 ans de différence avec moi. Je m'appelle Marc Leclerc. Je viens d'emménager à côté. Il a salué poliment, et j'ai répondu avec surprise. Ah oui, je suis Isabelle Dubois, enchantée. Marc a souri de toutes ses dents et a incliné la tête. Ce sourire a fait battre mon cœur à nouveau. C'était la première fois depuis longtemps que je ressentais une telle excitation. Depuis ce jour, j'ai commencé à faire attention à lui. Le matin, je m'ouvrais exprès la porte pour le croiser dans le couloir, et le soir, si j'entendais le bruit de son retour, je devenais nerveuse. J'ai demandé aux dames de la maison de retraite. Le jeune homme qui a emménagé à côté. Vous le connaissez? Ah, celui avec la voiture de luxe. On dit que ses parents ont beaucoup de terrain sur Lyon. On dit qu'il possède même des immeubles. Mais pourquoi il vit ici, dans un appartement loué? Il a dit qu'il voulait être indépendant. Les jeunes d'aujourd'hui sont comme ça. Ils ne veulent pas de l'argent de leurs parents. Mon cœur battait fort. Le fils d'une famille riche, de promoteurs immobiliers. Il habitait juste à côté de chez moi. C'était un homme d'un monde trop différent du mien, une femme divorcée. Un week-end, j'ai préparé une quiche. C'était beaucoup trop pour moi toute seule. Et Marc m'est venu à l'esprit. J'ai mis un petit morceau dans une boîte et je l'ai déposé devant sa porte. J'ai joint un petit mot. Vous vivez seul, vous n'avez peu, être rien à manger. Dégustez-la bien. Votre voisine. Le soir, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et Marc était là. Madame, votre quiche était vraiment délicieuse. Merci beaucoup. C'est rien. Vous vivez seul. C'est normal. Mais si vous avez un moment, j'aimerais vous offrir un café en retour. Serait-ce possible? J'ai hésité un instant, mais j'ai finalement hoché la tête. Cette nuit-là, je suis entrée pour la première fois dans l'appartement de Marc, et nous avons parlé. J'ai découvert que sa solitude ressemblait à la mienne. Après ce jour, nous nous sommes vus souvent. Nous partagions des plats, prenions parfois un verre, et parlions. Quand j'étais avec lui, je me sentais vivante. Et puis, ce samedi est arrivé. Ce samedi après-midi, je me suis retrouvée devant mon armoire. Après une longue hésitation, j'ai plongé ma main au fond. Derrière les cintres empoussiérés, il y avait un vêtement enveloppé dans du plastique, une jupe noire courte. C'était le vêtement que ma sœur m'avait offert après mon premier divorce, à 24 ans. Elle m'avait pris la main à l'époque et m'avait dit « Isabelle, va à Paris et prends un nouveau départ. Porte cette jupe et vis la tête haute. » Mais je n'ai pas pu aller à Paris. Je n'ai pas eu le courage. Et je n'ai jamais porté cette jupe. À 24 ans, j'étais déjà divorcée, et je pensais que je n'avais pas le droit de porter un tel vêtement. 26 ans ont passé. J'ai retiré le plastique, et l'odeur du neuf était encore là. J'ai tenu la jupe, et je me suis placée devant le miroir. Je devrais l'essayer? Mes mains tremblaient. J'ai lentement enfilé la jupe. Mon reflet dans le miroir m'était étrange. La jupe s'arrêtait au-dessus du genou. Mes jambes exposées, mes mains ridées, mes bras relâchés. Mes cuisses épaissies étaient visibles. C'est bizarre. C'est ridicule pour une femme de 50 ans de porter ça. Ma main a voulu retirer la jupe. Mais j'ai arrêté. J'ai regardé mes yeux dans le miroir. Ils contenaient un désir ardent. Je veux être vue comme une femme. Le visage de Marc m'est apparu. Le jeune homme de 32 ans avec sa voiture de luxe, le fils d'une famille riche. Il appartenait à un monde tellement différent du mien, une femme divorcée. Mais il avait été gentil avec moi. Il avait dit que ma quiche était bonne, et il avait écouté mon histoire. Juste pour aujourd'hui, je veux être vue comme une femme. J'ai mis du rouge à lèvres. C'était un rouge à lèvres vieux de 20 ans, mais il tenait encore. J'ai brossé mes cheveux et mis de la crème pour les mains sur mes poignets au lieu de parfum. Je me suis trouvée un peu mieux devant le miroir. Je suis allée à la cuisine. J'ai fait des galettes. Mes mains tremblaient constamment. J'ai mis de la farine sur mon tablier, et l'huile chaude m'a éclaboussé la main. Mais je n'ai pas eu mal. Les galettes étaient dorées,
et je les ai mises dans une assiette. J'ai aussi pris une bouteille de vin. Je me suis retrouvée devant la porte de Marc. La sonnette était juste devant moi, mais mes mains tremblaient trop pour appuyer. Est-ce que je devrais rentrer? Mais mes pieds ne bougeaient pas. J'ai regardé mes jambes dans le miroir. Mes jambes que je n'avais pas exposées depuis 26 ans. Elles étaient vieilles et relâchées. Mais au moins aujourd'hui, je voulais être vue comme une femme. J'ai pris une grande respiration et j'ai appuyé sur la sonnette. La porte s'est ouverte. Marc était là. Ses yeux ont glissé de mon visage et sont descendus lentement. Son regard s'est arrêté sur mes jambes. Le temps s'est arrêté. Madame. Sa voix était différente. Vous êtes si belle aujourd'hui. Mon cœur était sur le point d'éclater. Mon visage était brûlant et l'assiette dans ma main tremblait. Entrez, je vous en prie. Marc a ouvert grand la porte. J'ai franchi le seuil de sa maison avec mes jambes tremblantes. Nous nous sommes assis, face à face, dans le salon. L'atmosphère était différente de d'habitude. Marc détournait souvent le regard, puis revenait vers moi. Mon cœur battait, et je me suis assise les jambes croisées. La jupe est remontée un peu plus. C'est bizarre? Ridicule? Ma main a voulu tirer la jupe vers le bas. Mais je me suis arrêtée. Aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, je voulais être vue comme une femme. Cette jupe, portée pour la première fois en 26 ans, pouvait-elle faire de moi une femme? Je sentais le regard de Marc, un regard non pas gêné, mais prudent. Je n'ai pas évité ce regard. Nous avons bu un verre, puis deux. Au fur et à mesure que l'alcool agissait, la tension diminuait. Marc a demandé doucement Isabelle, cette jupe, elle, date d'il y a 26 ans. Je la porte pour la première fois. Est-ce qu'elle me va bien? Vraiment, ces mots ont failli me faire pleurer. Elle me va bien. Il y avait quelqu'un, à 50 ans, qui me disait que cette jupe courte vieille de 26 ans m'allait bien. Merci. Ma voix tremblait. Marc m'a regardé longtemps, puis a lentement tendu la main. Sa main s'est posée doucement sur mon genou. Madame, je ne devrais pas faire ça. Sa voix était brisée. Sa main tremblait. Je n'ai pas repoussé cette main. Au contraire, j'ai posé ma main sur la sienne. Appelle-moi Isabelle. Isabelle. Il s'est lentement approché de moi, et j'ai fermé les yeux. Ses lèvres ont touché les miennes. C'était doux et chaud. Les stores ont été baissés, et la lumière s'est tamisée. Nous ne nous sommes pas lâchés jusqu'à l'aube. 3 mois ont passé après ce jour. Marc et moi étions amants, et nous étions heureux. Mais ce bonheur n'a pas duré. C'était un samedi après-midi. Marc et moi rentrions après avoir fait les courses. Une vieille voiture était garée à l'entrée de l'immeuble. Mon cœur s'est serré. La portière s'est ouverte et un homme en est sorti. Isabelle. Mon corps s'est figé. C'était Thierry Vidal. Mon mari m'avait retrouvé après 5 ans. Isabelle, c'est moi. Thierry. Il a couru vers moi. Et j'ai reculé instinctivement. Marc s'est interposé devant moi. Qui êtes-vous? Qui je suis? Je suis son mari. La voix de Thierry était rauque. Et il sentait l'alcool. Il boit toujours. J'étais toute tremblante. Cet homme n'est pas mon mari. Nous sommes en instance de divorce. En instance de divorce? Quel divorce? Tu n'as jamais signé les papiers? Mon cœur s'est affaissé. C'était vrai. J'avais juste fui. Marc a dit fermement. Rentrez chez vous immédiatement. J'appelle la police. Thierry est parti en jurant, mais je savais. Il reviendrait. Ce jour-là, je n'aurais pas dû mettre cette jupe courte, mais je ne regrette rien. J'étais une femme, ce jour-là. Après cela, Thierry n'a cessé de revenir. Il apparaissait devant l'immeuble le matin, le soir, et parfois même au milieu de la nuit. Il frappait à la porte et criait « Isabelle, sors! Rentrons à la maison !» Je vivais en retenant mon souffle. J'avais peur de sortir, et même en allant au supermarché, je regardais autour de moi. Est-ce que Thierry est caché quelque part? Je faisais des cauchemars toutes les nuits. Marc est resté à mes côtés. Il m'emmenait au travail en voiture et venait me chercher à la fin de mon service. Quand Thierry apparaissait, il appelait la police et se tenait toujours devant moi. « Isabelle, je suis là. Ne vous inquiétez pas. » Mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. Marc était jeune, et je ne savais pas ce que Thierry ivre était capable de faire. Un soir, alors que nous dînions chez Marc, la sonnette a retenti. C'était Thierry. « Marc Leclerc, ouvre! J'ai découvert que tu caches ma femme. » Marc a ouvert la porte, mais en laissant la chaîne de sécurité. Le visage de Thierry était visible. Il était ivre, les yeux injectés de sang. « Amen Isabelle, Madame Dubois n'est plus votre femme. »« Quoi, petit con ?»
Signez les papiers de divorce. Alors Madame Dubois vous laissera tranquille. Thierry a donné un coup de pied dans la porte, mais la chaîne a tenu bon. Marc était calme. J'appelle la police. Rentrez chez vous immédiatement. Mais pour qui tu te prends? Tu as un peu d'argent? Tu te crois millionnaire? J'aime Isabelle. C'est tout. Ces mots ont réchauffé mon cœur. Il m'a dit qu'il m'aimait. Thierry est reparti en jurant, mais je regardais Marc. Il a dit qu'il m'aimait. Le lendemain, Marc m'a fait une proposition. Isabelle, divorcez correctement. Je vais vous aider. Comment? Prenez un avocat. Je paierai les frais. Non, je ne peux pas accepter. Isabelle, vous ne pouvez pas vous cacher toute votre vie. Divorcez et soyez libre. J'ai hésité, mais j'ai finalement accepté. Avec l'aide de Marc, j'ai rencontré une avocate. Elle m'a dit « Nous pouvons intenter une action en divorce pour violence conjugale. Mais cela peut prendre du temps. » Combien de temps? 6 mois au plus vite. 1 an au maximum. C'était long, mais je n'avais pas le choix. Nous avons commencé la procédure. Thierry a reçu les papiers de l'assignation et est devenu fou. Je ne divorcerai jamais. Je ne la laisserai jamais partir. Nous nous sommes tenus devant le juge. Thierry a menti. J'ai bu un peu, mais je n'ai jamais été violent. Ma femme ment, mais j'ai présenté les preuves. Le dossier médical d'il y a 25 ans, le témoignage des voisins et la déclaration d'Antoine. Antoine est venu au tribunal et a dit « Mon père frappait ma mère sans cesse. J'ai essayé de l'arrêter plusieurs fois. » Le visage de Thierry s'est décomposé. Le juge a prononcé le divorce et a ordonné une prestation compensatoire de 3 000 €. Ce n'était pas beaucoup, mais cela n'avait pas d'importance. La liberté était plus importante. En sortant du tribunal, Thierry m'a barré le chemin. « Alors, tu as trouvé un riche propriétaire? Une femme divorcée comme toi. » À ces mots, Marc s'est avancé. « Isabelle est très précieuse pour moi. Ce que vous dites n'a aucune importance. Ce petit con. » Thierry a levé le poing, mais Marc l'a esquivé. Les vigiles sont arrivés, et Thierry a été emmené de force. Je me suis effondré en pleurs dans les bras de Marc. « Merci Marc, merci infiniment. Vous êtes libre, Isabelle. Cette nuit-là, nous avons fêté ça discrètement. Nous avons bu un verre de vin en nous regardant. » Marc a pris ma main. « Isabelle, je suis sincère. Notre différence d'âge n'a pas d'importance. Mais j'ai 50 ans. Et vous 32, cela n'a pas d'importance. Je vous aime, Isabelle. » Mon cœur s'est rempli de joie. Je n'arrivais pas à croire qu'il y avait quelqu'un qui me protégeait comme ça, quelqu'un qui me disait qu'il m'aimait. Mais le bonheur n'a pas duré. 1 semaine plus tard, Marc est venu me voir avec un visage grave. « Isabelle, mes parents sont au courant. » « Quoi? De notre relation? Je crois que quelqu'un leur a dit. » Mon cœur s'est serré. « Et alors? Mes parents sont contre, très contre. » La voix de Marc tremblait. J'ai su. Les vraies épreuves commençaient. Une femme divorcée de 50 ans? Non, jamais. La voix de la mère de Marc s'est fait entendre par téléphone. J'ai baissé la tête en silence. Marc tenait ma main fermement, mais je savais. Cet amour n'allait pas durer. Le bonheur avait été trop court. Les parents de Marc sont descendus à Lyon le lendemain. Une berline de luxe s'est arrêtée devant l'immeuble et un couple en costume est descendu. La mère portait un sac de Marc et le père fumait sa cigarette en silence. J'ai vu leurs silhouettes par la fenêtre. Ils appartenaient à un monde trop différent du mien. Marc est venu me voir tard le soir. Son visage était pâle. « Isabelle, je suis désolée. Mes parents, ça va. C'est normal. » Mais ça n'allait pas. Marc a tenu ma main très fort. « Je vais les convaincre. Ça prendra du temps, mais Marc. »« Oui? » »« Vos parents ont raison. » Marc m'a regardé. J'ai souri en disant « Je suis une femme divorcée de 50 ans. Marc, vous avez 32 ans, le fils d'une famille de propriétaires terriens. Nous n'étions pas faits pour être ensemble. Dès le début. Ne dites pas ça. C'est la vérité. » Marc a secoué la tête, mais ma décision était prise. Cet amour devait s'arrêter là. À partir du lendemain, Marc a appelé ses parents tous les jours. Sa voix devenait de plus en plus lasse. J'avais mal au cœur en le voyant. « Marc, on t'a arrangé une rencontre. Va la voir ce samedi. » La voix de sa mère résonnait. Marc refusait, mais ses parents s'insistaient. 1 semaine plus tard, Marc est venu me voir, le visage épuisé. « Isabelle, je suis désolée. Mes parents me demandent de quitter Lyon et de démissionner de mon travail. »« Ah oui?
de monter à Paris pour les aider dans leurs affaires. Alors vous ne pourrez plus me voir. Les yeux de Marc se sont embués de larmes. J'ai pris sa main. Marc, écoutez vos parents. Quoi? Je vais bien. Vous n'avez que 32 ans. Vous êtes jeune, et vous avez encore toute la vie devant vous. Écoutez vos parents et épousez une bonne personne. Isabelle, qu'est-ce que vous? J'ai été suffisamment heureuse. Les larmes coulaient, mais je souriais. Marc essayait de ne pas lâcher ma main, mais je l'ai retirée doucement. Merci Marc. Ce fut le moment le plus heureux de ma vie. Isabelle, partez maintenant. Vos parents vous attendent. Marc m'a regardé longuement, puis il a finalement baissé la tête et a fait demi-tour. J'ai entendu la porte se refermer et je me suis effondrée en pleurs. 1 mois plus tard, Marc est monté à Paris. Le jour de son déménagement, je ne suis pas restée à la maison exprès. J'ai passé la journée entière au supermarché, assise à la caisse. En rentrant le soir, la chambre de Marc était vide. Dans le couloir, il y avait une lettre qu'il avait laissée. Isabelle, je vous ai vraiment aimée. Je ne pourrai jamais vous oublier. Soyez heureuse. J'ai serré la lettre contre mon cœur et j'ai pleuré longtemps. 3 mois plus tard, une des dames de la maison de retraite m'a demandé Isabelle, ce jeune homme qui vivait à côté. Il se marie, paraît-il. J'ai entendu ça au supermarché. Mon cœur a manqué un battement. Il se marie à Paris cette semaine. La mariée a 29 ans. Elle est très jolie, paraît-il. 32 et 29. Un âge assorti. C'est bien, murmurai-je. C'était bien. Marc devait être heureux. Je me suis réconfortée. C'était le jour du mariage. Je ne suis pas allée au supermarché. J'étais restée à la maison. J'ai regardé par la fenêtre en pensant à Marc. Il devait être en costume de cérémonie, à l'heure qu'il était. Il devait être en train d'entrer en tenant la main de la mariée. Soyez heureux, Marc. J'ai pleuré. Mais je n'avais aucun regret. J'étais redevenue une femme à 50 ans, et j'avais été aimée sincèrement par quelqu'un. Le soir est arrivé. La sonnette a retenti. J'ai ouvert, et un livreur était là. Madame Dubois? Oui. J'ai reçu un carton. L'expéditeur était Marc Leclerc. J'ai ouvert la boîte, et il y avait une petite lettre avec une écharpe. Isabelle, je me suis mariée aujourd'hui. Mais je ne pense pas que je pourrai jamais vous oublier. Si le temps se rafraîchit, mettez-la autour de votre cou. Soyez en bonne santé et heureuse pour toujours. Je vous ai aimé. J'ai mis l'écharpe autour de mon cou. Elle était chaude. On aurait dit qu'il restait encore la chaleur de Marc. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré longtemps. Cette nuit-là, j'ai sorti la jupe courte que j'avais cachée au fond de l'armoire. Celle que j'avais cachée pendant 26 ans et que j'avais portée une seule fois. Je ne la porterai plus. Mais je ne la jetterai pas non plus. Cette jupe est la preuve du moment où j'ai été une femme. Depuis, le temps a encore passé. J'ai maintenant 52 ans. Je vis toujours seule à Lyon et je travaille à la caisse du supermarché. Après le départ de Marc, un jeune couple a emménagé à côté. Chaque fois que j'entends les pleurs du bébé, je pense, est-ce que Marc a un enfant maintenant? Est-ce qu'il est heureux? Parfois, les dames de la maison de retraite essaient de m'arranger des rencontres, mais je refuse en souriant. C'est bon, maintenant. Je préfère vivre seule. Ce n'est pas un mensonge. Je suis vraiment plus à l'aise seule. Me lever le matin, boire mon café, aller travailler au supermarché, rentrer le soir, regarder la télévision et m'endormir. Cette routine ordinaire et calme me plaît. Est-ce que je me sens seule? Parfois. Le soir, le silence revient toujours, et il m'arrive d'avoir envie de la chaleur de quelqu'un. Mais je peux le supporter, parce que j'ai ce souvenir. Au fond de mon armoire, cette jupe courte est toujours accrochée. Un vêtement vieux, de 28 ans. La jupe que je n'ai portée qu'une fois. Il y a de la poussière dessus, mais je ne l'ai pas jetée. Chaque fois que j'ouvre l'armoire, cette jupe attire mon regard. Et chaque fois, je me souviens de ce jour-là. Le jour où j'ai mis la jupe avec des mains tremblantes et que je me suis regardée dans le miroir. Le moment où mon cœur battait en faisant les galettes. Le souvenir d'avoir hésité devant la porte de Marc. Vous êtes si belle aujourd'hui. Sa voix résonne encore à mes oreilles. L'homme qui m'a dit que j'étais belle, moi, une femme de 50 ans, portant une jupe courte, ce seul mot a changé ma vie. Aurais-je dû ne pas mettre cette jupe courte ce jour-là? Je me le demande encore parfois. Si je ne l'avais pas mise ce jour-là, si je n'avais pas eu cette relation avec Marc, aurais-je eu moins de peine? Mais je n'ai pas de regrets. Pas du tout. J'étais une femme, ce jour-là. J'avais 50 ans. J'étais divorcée, vieille et épuisée. Mais ce jour-là, j'étais une femme.
J'ai été aimée par quelqu'un, et j'ai aimé quelqu'un. Dans mes 2 mariages, je n'ai fait qu'encaisser. J'ai vécu en retenant mon souffle face à la violence, et tout ce que j'ai pu faire, c'est fuir. Je n'ai pas été respectée en tant que femme, ni en tant qu'épouse. Mais Marc était différent. Il m'a protégée, m'a dit qu'il m'aimait, et est resté à mes côtés. Bien que ce fût un amour qui n'a pas duré, ce temps-là était réel. Hier, une jeune cliente est venue au supermarché. Une femme qui semblait avoir 25 ou 6 ans, portant une jupe courte. Elle était belle, jeune, fière et magnifique. En la voyant, j'ai pensé. J'étais comme ça, moi aussi. Il y a 28 ans, moi, à 24 ans, celle qui devait aller à Paris avec la jupe que ma sœur m'avait offerte. Je n'y suis jamais allée, mais je l'ai portée 26 ans plus tard. En voyant la jeune femme partir après avoir payé, j'ai murmuré en moi-même, portez-la fièrement. Cette jupe courte, portez tous les beaux vêtements. On ne peut plus les porter quand on vieillit. J'ai 52 ans maintenant. Un âge où l'on ne porte plus de jupe courte. Mais ça va. Je me souviens du moment où je l'ai portée. Antoine m'appelle de temps en temps. Il s'est marié et a un enfant, dit-il. Maman, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je peux venir te voir? Non, occupe-toi de ta famille. Antoine a 35 ans maintenant. Le petit garçon de 7 ans quand je me suis remariée est maintenant père. Le temps passe vite. Parfois, assise seule la nuit, je me demande qu'a été ma vie. 2 mariages, 2 violences, une fuite et un amour éphémère. Ai-je déjà été heureuse? Oui, j'ai clairement été heureuse. Ces quelques mois avec Marc, du jour où j'ai frappé à sa porte avec ma jupe courte jusqu'au jour de notre séparation. Ce temps fut le moment le plus lumineux de ma vie. Je suis toujours en vie. Même dans la solitude, même dans le silence, je respire toujours. Et un jour, quand ma vie s'achèvera, je pourrai fermer les yeux sans regret. Parce que je le sais, même vieille, même avec une vie pleine de blessures, j'ai aimé une fois pour de vrai. Aurais-je dû ne pas mettre cette jupe courte ce jour-là? Non, ce jour-là, j'étais une femme, j'étais vivante, et j'ai aimé. C'est suffisant. Ceci conclut l'histoire d'Isabelle Dubois. La confession d'une femme redevenue femme à 50 ans. Le récit d'un amour sincère et sans regret, bien qu'embarrassant. Avez-vous, vous aussi, des moments sans regret dans votre vie? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. À la prochaine histoire.